Dans les histoires d'horreur, un élément particulier prend une place centrale au point qu'il peut parfois devenir un véritable personnage à part entière. Je parle bien sûr de la maison. Symbole de refuge et de sécurité dans notre quotidien, la maison se transforme souvent en un lieu de cauchemar dans nos films d'horreur préférés. Elle incarne notre espace intime, notre sanctuaire, notre petit chez-soi. Normalement, c'est là où on se sent le plus en sécurité, où on peut se reposer et se ressourcer. Cette notion de chez-soi, elle est liée à notre besoin fondamental et primitif de stabilité et de confort. Mais lorsqu'une maison se transforme en un lieu de terreur, ce sentiment de sécurité se renverse, devenant une source de peur et d'angoisse. C'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser dans un contenu horrifique, puisqu'il va faire appel à nos peurs les plus primitifs. Ce que Stephen King appelle les points de pression phobiques. Cette inversion de sens joue sur notre psyché. La maison qui devait être notre havre de paix devient un espace où l'inconnu et le mal rôdent. Cela va soulever une question. Si notre propre maison devient un lieu de terreur, alors où est-ce que l'on peut se sentir en sécurité ? Par exemple, dans des films comme The Shining, la maison devient un personnage à part entière, manipulant la psyché de son occupant et l'entraînant dans une descente vertigineuse vers la folie. Here's Johnny. Pareil dans Amityville, la maison semble posséder une volonté propre, exploitant les failles psychologiques de ses habitants pour les mener à leur perte. En bref, la maison hantée, c'est un classique de l'horreur. Ce qui devient familier devient effrayant, et le confort se transforme en menace pour créer un sentiment de déstabilisation. Et parfois, ça peut même aller plus loin, la maison peut refléter l'état mental des personnages de l'histoire. Que ce soit par les labyrinthes à l'intérieur de la maison, que ce soit par les espaces confinés ou les pièces obscures, l'horreur qui se déroule dans une maison force souvent les personnages à affronter non seulement des menaces extérieures, mais aussi leurs propres démons intérieurs. En conclusion, cette confrontation avec soi-même est d'autant plus troublante qu'elle se déroule dans un espace supposé sécurisé. Et la maison dans l'horreur, elle est bien plus qu'un simple décor, elle est le théâtre d'une lutte intérieure où les peurs, les doutes et les désirs des personnages sont projetés et intensifiés. Des films d'horreur utilisant l'habitation comme source d'angoisse, il en existe plein. On pense notamment à, comme j'ai cité, The Shining, Amityville, Poltergeist, Insidious, Paranormal Activity, Sinister, etc., etc. Donc oui, il en existe plein, mais ceux dont je parlais aujourd'hui n'ont rien à voir. Ici, pas de démons, pas de monstres, et pourtant la maison se transforme quand même en un lieu oppressant et angoissant. Et ça me fait penser à la différence entre l'horreur et la terreur. Comme l'explique Stephen King dans son livre Anatomie de l'horreur, la terreur est plus subtile et plus psychologique. Elle repose sur l'attente, sur l'inquiétude, sur le fait que l'on pense que quelque chose va se passer, et au final, ça joue beaucoup plus avec notre imagination. Dans la première partie de The House sur Netflix, nous suivons l'histoire de Mabel et de sa famille, qui vivent modestement dans une petite maison. Puis un jour, ils reçoivent une offre inattendue. Un riche propriétaire leur propose de quitter leur petite maison pour emménager dans une grande maison toute neuve, située juste en face de la leur. La condition semble simple, ils doivent abandonner leur ancienne maison et tous les biens qu'ils possèdent. Forcément séduits par cette opportunité qui leur semble être une bénédiction, les parents de Mabel acceptent immédiatement sans mesurer les conséquences de cette décision. Une fois installés dans cette nouvelle maison, les parents de Mabel commencent à changer, ils deviennent de plus en plus distants et se détachent progressivement de leurs enfants Mabel et sa petite sœur, Isobel. Ce qui au départ semblait être une chance de repartir à zéro se transforme rapidement en un cauchemar. Les parents se laissent littéralement absorber par la maison et se fondent dans le mobilier, jusqu'à ce qu'ils deviennent presque des éléments décoratifs eux-mêmes. Les parents de Mabel, en quête d'une vie meilleure, se laissent séduire par l'apparence de cette maison quasi parfaite, pourtant cette quête les mène à perdre leur propre identité et à se dissoudre dans l'environnement matériel qui pensait les libérer de leur pauvreté. Et la maison devient alors le symbole des pièges de l'ambition. Elle incarne la manière dont la poursuite effrénée du succès ou du confort peut dévorer l'individu, poussant à sacrifier ce qui est essentiel comme les liens familiaux, ou même leur propre humanité. Pour Mabel et Isobel, la maison devient rapidement un lieu oppressant. Elles découvrent une porte secrète qui les mène à un sous-sol en forme de labyrinthe, une sorte de monde souterrain qui semble défier la logique. Dans ce sous-sol, elles retrouvent une version étrange et déformée de leur ancienne maison, et ce labyrinthe souterrain se révèle être un piège, un espace qui les emprisonne et où elles finissent par se perdre, incapables de retrouver leur chemin. Elles sont confrontées à un monde où les repères habituels n'existent plus et où leurs parents ne peuvent plus les protéger, et ça a beau être un dessin animé tout mignon, au final, on ressent quand même cette sensation d'oppression. On se sent nous-mêmes piégés dans la maison, et chaque tentative pour en sortir ne fait que renforcer cette sensation de perte de contrôle. Et le fait que les parents se fondent littéralement dans le mobilier et que les filles se retrouvent bloquées dans le labyrinthe à l'intérieur de la maison, ça me fait beaucoup penser à un livre.
La Maison des Feuilles est un roman de Mark Z. Danielewski qui plonge le lecteur dans l'histoire de la famille de Navidson. Lorsqu'ils emménagent dans leur nouvelle maison, ils découvrent avec inquiétude que l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Cette maison contient des couloirs sans fin et un labyrinthe qui semble changer de forme constamment, défiant les lois de la physique et de la logique. Et le labyrinthe devient pour Navidson, qui est le père de famille, une obsession qui dépasse la simple curiosité. Navidson en devient fou en cherchant à comprendre le labyrinthe et finit par négliger sa propre famille et sa propre santé mentale. Au final, il se laisse engloutir par ce qui semble mystérieux et inexploré, au détriment de sa stabilité émotionnelle. La Maison des Feuilles, c'est un livre qui est très complexe. Au-delà du fait qu'il fasse plus de 700 pages, la structure du livre peut vraiment en décourager plus d'un. Le livre est rempli de notes en bas de page, de textes superposés, de pages avec des mises en page non conventionnelles. Et au final, la structure, elle suit la désorientation du personnage dans le labyrinthe. La complexité du livre elle-même devient une extension de la confusion mentale que vivent les personnages au sein de la maison. Le point commun entre The House et la Maison des Feuilles, c'est qu'au final, la maison, elle fait presque de l'ombre aux personnages principaux. Dans The House, la maison absorbe carrément les personnages, et dans la Maison des Feuilles, Navidson est presque obnubilé par cette maison, au point de rester bloqué et de ne pas en sortir. C'est ce qu'on ressent souvent quand on regarde un film d'horreur où la maison est hantée, etc. On se dit, mais pourquoi les personnages ne partent pas? Dans le cas de Navidson, n'importe qui serait sorti, aurait appelé les autorités, et pourtant, lui, il reste obsédé par sa maison. Donc à chaque fois, les personnages sont incapables de quitter cette situation, même quand ils en sont conscients. Ce qui va créer une sensation de frustration et d'oppression pour le spectateur ou pour le lecteur. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve La prochaine. Le genre psychological horror ne se limite pas à des éléments surnaturels ou à des monstres, il explore plutôt les aspects mentaux et émotionnels de la peur. Dans A Ghost Story, la terreur découle dans la confrontation avec les aspects les plus profonds du deuil. Un homme décède dans un accident de voiture et se retrouve sous la forme d'un fantôme drapé d'un drap, errant dans la maison qu'il partageait avec sa femme. Le film explore comment il observe sa femme vivre son deuil et comment le temps passe lentement et inexorablement pour lui. Le psychological horror se manifeste ici à travers la représentation de la maison comme un lieu chargé de mémoire et de regrets. L'esprit du protagoniste est enfermé dans un espace qui devient une prison émotionnelle et mentale. Cette idée de rester prisonnier de ses propres souvenirs, de ne pas pouvoir avancer, est un thème central du genre. En abordant ce sujet de manière dramatique, au final, le film arrive à créer autant de sentiments d'anxiété que l'on peut retrouver dans un film d'horreur normal. Mais ce qui va contribuer surtout à la sensation d'oppression, c'est le jeu de caméra dans le film. Les longues prises, les plans fixes et l'utilisation de la lumière et de l'ombre créent une sensation de stagnation et d'enfermement. La caméra suit l'esprit du protagoniste avec une lenteur, ce qui va renforcer l'impression d'immobilité et de claustrophobie. Au final, on semble presque piégé avec le protagoniste dans la maison, ce qui nous fait directement ressentir le poids du temps qui passe. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce film, c'est comment l'irréel se manifeste à travers le réel. Le personnage principal est représenté comme un fantôme drapé d'un drap, comme un vieux déguisement de fantôme au final, et pourtant ça reste très déstabilisant. Et le fait de mélanger un sentiment de réel et d'irrationnel, ça provoque un sentiment de malaise. Sentiment de malaise que l'on retrouve aussi en se sentant bloqué à la fois dans le temps et dans la maison.